C'est donc à Nîmes, toujours. Un jeune de 18 ans est mort sous les balles la nuit dernière. Benoît Ballet est sur place pour BFM TV. Quel est le scénario du règlement de compte, Benoît? Que sait-on? Écoutez, ça s'est déroulé à 3h40 du matin. Derrière moi, une centaine de mètres d'ici, à l'intérieur de la cité Pisevin. Nous sommes à Nîmes. Un jeune de 18 ans, vous l'avez dit, est visé donc vers 3h40 du matin sur les lieux d'un point de deal par des tirs de différents calibres. Il est touché à l'abdomen et les secours qui arriveront peu après ne parviendront pas à réanimer cet homme. On a donc assisté cette nuit à la deuxième fusillade mortelle ici dans le quartier Pisevin en 3 nuits seulement. Et les habitants, comment réagissent-ils, Benoît? Écoutez, évidemment, un choc énorme ce matin. L'émotion était déjà très grande mardi matin, après la mort du petit Fayed, âgé de 10 ans, victime collatérale de cette première fusillade mortelle sur fond de trafic de stupéfiants, de rivalité entre bandes du quartier. Alors là, d'imaginer, d'assister, de se réveiller avec un deuxième décès, toujours à cause de ces trafics de stupéfiants supposés, en tout cas pour cette deuxième fusillade mortelle. C'est extrêmement violent pour les habitants du quartier. On a vu plusieurs personnes nous dire qu'elles avaient beaucoup plus peur qu'avant de se déplacer dans les rues de la cité. On a entendu beaucoup de colère mêlée à de l'impuissance, des appels aux autorités pour faire quelque chose. Alors certes, envoyer la police, mais trouver une solution plus durable. On sent beaucoup donc d'émotions, de choc et de colère au sein de cette cité Pisevin après donc cette deuxième fusillade mortelle en 3 jours. Voilà, Benoît Ballet en direct de Nîmes. Il est avec Alexia Ferré pour BFM TV. D'ailleurs, écoutez cette habitante sur cette atmosphère, sur l'insécurité qui règne et les trafics de drogue. Ouais. Là, ce que vous venez de voir, on va remettre l'image parce que pour les habitants, justement, c'est lorsqu'ils ne filment pas les règlements de compte en pleine nuit de leur balcon. Là, c'est une image que vous venez de voir avec les téléphones portables. Eh bien, ils filment ce qu'ils voient au sol. Et au sol, ce sont des cadavres. Et avec les policiers autour, si on peut remontrer la séquence, si on peut revoir justement ce qui s'est passé, c'est une habitante qui est sur son balcon au moment où le règlement de compte vient d'avoir lieu. Eh bien, elle filme elle-même le cadavre au sol avec les policiers autour, vous voyez. Alors, ce sont des images et puis elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui s'est passé. C'est à la lumière des lampes torches et on voit en pleine nuit donc les règlements de compte. Et puis ensuite, le matin arrive, la journée, et c'est toujours cette impression de fatalité, impression pour les habitants de cette insécurité qui est là, qui est marquée. Écoutez donc cette habitante du quartier. Depuis hier, on n'arrive pas à dormir. Depuis qu'on a entendu tirer à 3h40 du matin, j'ai resté bloqué chez moi. J'avais peur de ce qui s'est passé parce que nous, on a des enfants, on a des cousins, on a des frères, on a tout. On a des enfants qui sortent jouer à la terrasse. Il y a plein de choses. Et le problème que disait il y a la police, à 2h du matin, il n'y a plus personne après. Mais c'est juste eux qui sont partis, les autres ils sont venus. Et ils partent, à le moment de la soirée, ils partent. Ils sont venus, je sais pas, vers 20h à peu près comme ça, mais après à 2h du matin, il n'y a plus personne. Et en plus, ils n'ont même pas enterré le petit encore et il y a un autre décès. Voilà. Donc, on a encore un règlement de compte la nuit dernière. Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV. Là, on a affaire à un jeune qui est connu des services de police. Oui, c'est le parquet de Nîmes qui a précisé qu'il était connu à la fois de la police et de la justice. Sur lui, la police a retrouvé une sacoche dans laquelle il y avait des billets de banque soigneusement pliés. Ils ont retrouvé aussi du cannabis dans une poche intérieure. Et il faut préciser aussi qu'ils ont trouvé les douilles, beaucoup de douilles, une cinquantaine, à 30 mètres environ de son corps. Et à cet endroit-là, il y avait un canapé taché de sang, un fauteuil, c'est généralement là où se mettent les guetteurs. Donc, est-ce que ce jeune homme était un chouf, un guetteur? L'enquête le dira. Et de toute façon, quel que soit son profil, un habitant, un guetteur, un trafiquant, la police judiciaire mettra la même énergie à essayer de retrouver les auteurs. Et en tout cas, ça participe à la même logique que lundi soir, quand c'est un enfant qui a été touché, c'est une logique de terrorisation de la population, de la main-d'œuvre, des guetteurs.
pour prendre l'ascendant sur un autre Voilà, parce clan. qu'on est toujours dans ce contexte nîmois de règlement de compte entre bandes, quoi, en fait, c'est ça. Alors entre quartiers, Ouais. parce que ça fait depuis une semaine en fait que c'est un peu le quotidien des habitants. Le 19 et 21 août, il y a eu des tirs à l'arme automatique dans le quartier de Val-de-Gour, qui est vraiment tout proche, qui est séparé simplement par une avenue, l'avenue Kennedy. Et là, c'est lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'un jeune homme de 14 ans a été très grièvement blessé. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est un enfant de 10 ans qui a été tué. Donc la police explore la piste d'une guerre entre quartiers, ces deux quartiers, Pissevin et Val-de-Gour, dans le cadre du trafic de stupéfiants. Donc c'est à la police judiciaire de comprendre un peu ce qui se joue. Est-ce qu'il y a une recomposition en ce moment du trafic avec une équipe qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre et d'intimider l'autre? Voilà, il faut savoir qu'il y a une trentaine de points de deal dans le Gard et que certains peuvent rapporter jusqu'à 60 000, 80 000 euros par jour. En plus, c'est un point de jonction avec une sortie d'autoroute, point de convergence entre la drogue qui arrive du sud et qui peut repartir dans le nord. C'est pour ça que Nîmes, placé comme c'est placé, est une plaque tournante, quoi, en fait. C'est ce que disait la chef de l'OFAST, l'Office de répression des stupéfiants. Oui, et c'est l'ancien procureur de Nîmes aussi qui nous expliquait ça, que c'était vraiment une plaque tournante du trafic. Mais Didier Rendu, vous qui représentez la sécurité intérieure, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres, pour Fayed, on pleure, mais là, on va se dire, après tout, ils se tuent entre eux. Donc, quand on peut regarder les commentaires, ça et là, sur les réseaux sociaux, donc il y a des différences de mort. On peut faire les différences de mort ? Non. En tout cas, moi, à titre personnel et pour les policiers que je représente, la mort d'un jeune, quel qu'il soit, est toujours un drame. Et on pense évidemment à sa famille qui est endeuillée. Maintenant, rappelons qu'effectivement, et c'est l'enquête qui devra le déterminer, ce jeune en question avait certainement un profil. Il faudra vérifier à travers l'enquête s'il était mêlé de près ou de loin à un quelconque trafic de stupéfiants et s'il s'inscrit dans le cadre d'un règlement de compte sanglant qui ont lieu depuis plusieurs jours sur ce secteur. Et on voit finalement que la mort de ce jeune Fayed de 10 ans ne décourage pas les auteurs de ces fusillades de continuer. Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de la justice, ils n'ont pas peur de tuer des innocents. Finalement, plus rien ne leur fait peur aujourd'hui. Mais comment peuvent réagir vos collègues alors qui sont sur place? Parce qu'ils se disent, pour eux, c'est aussi un défi. Derrière, on fait quoi? On fait des opérations commando, on rentre là où on investit de nouveau les immeubles, parce que c'est les images qu'on avait vues ces 48 dernières heures. Puis là, le matin, vos collègues se réveillent ou sont réveillés au milieu de la nuit en disant « Bah mince, ça a encore tapé », alors qu'on est sur place, quoi. Alors certes, ils sont sur place, mais d'après les informations dont je dispose, les faits se sont produits après la levée du dispositif. Donc c'est toute la difficulté. Ouais, mais les habitants disent « Il ne faut pas les lever, les dispositifs ». Bien sûr qu'il ne faut pas les lever, mais alors ça implique de pouvoir y mettre les moyens conséquents. Le ministre déploie en ce moment même leur aide sur place. Il annonce l'arrivée d'une deuxième compagnie et la sécurisation du quartier pour plusieurs semaines. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, le problème est pris à sa juste mesure et que les effectifs vont rester là, le temps de sécuriser, d'investiguer, de sécuriser les halls, de faire les fouilles nécessaires pour découvrir éventuellement des caches de drogue ou d'armes. Mais ça implique effectivement des moyens. Le RAID, vous en avez besoin? C'est utile? C'est une force supplémentaire. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une force d'appui, c'est une force qui va sans doute s'adjoindre aux forces déjà en présence pour aller effectuer des interpellations sur la base des enquêtes qui sont menées par les services de police judiciaire. C'est un renfort supplémentaire et c'est aussi un signal envoyé à ces délinquants et à la population. On parle de 5 millions de consommateurs. Est-ce qu'il faut taper plus fort les consommateurs ou pas? Est-ce que ça aiderait le travail des policiers ou pas? Pour moi, c'est une amende forfaitaire pour les consommateurs. C'est ça, c'est une amende forfaitaire délictuelle. Forcément, ça va venir peut-être amoindrir le trafic. Si tant est que peut-être derrière les trafiquants se réorganisent pas d'une autre façon. Mais c'est surtout que nous, en termes de travail de police et d'investigation, il faut aller sur des enquêtes transnationales, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les têtes de réseau, elles ne sont pas implantées sur le territoire national et qu'elles dirigent tout ça de pays, que ce soit au Maroc, que ce soit dans des pays subsahariens. Et ils sont identifiés sur place, ils sont identifiés, mais il nous faut des moyens de coopération d'enquête. Ça veut dire que les pays ne coopèrent pas vraiment, n'essayent pas de les arrêter? C'est une difficulté, puisqu'on est au-delà de nos frontières, donc il faut pouvoir, dans le cadre de ce travail d'enquête, pouvoir coopérer avec ces services-là pour aller faire des saisies, notamment des saisies fiscales, des saisies financières. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande énormément
le moyen et beaucoup de coopération avec ces pays. Je me tourne vers le policier, justement. Parce que ce que l'on entend, c'est de la présence pérenne. Le ministre de l'Intérieur lui-même dit on met le paquet, mais les habitants veulent des enquêteurs, de la police. Tout ça, c'est sous combien de temps et ça doit rester combien de temps, alors justement, pour vos collègues et pour que les enquêtes puissent aboutir, qu'on arrête les tueurs à la fois de Fayed et du jeune d'hier soir? Vous savez, ce qu'on a déconstruit, ça met beaucoup de temps à reconstruire. On l'a dit sur ce plateau tout à l'heure, ça prend plusieurs années pour former des policiers aguerris, les recruter dans de bonnes conditions, leur donner tous les outils pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Parce que les enquêtes, elles sont compliquées. On va les arrêter, les tueurs de Fayed et les tueurs du jeune d'hier soir? Je suis convaincu que mes collègues mettront tout en œuvre pour que... Non, mais qu'ils mettent tout en œuvre, c'est une chose. Qu'on les arrête, c'en est une autre. Bien sûr, c'est un vœu pieux pour qu'ils soient arrêtés. Je n'ose pas croire un seul instant qu'on puisse laisser courir comme ça les auteurs de tels crimes sans qu'on puisse mettre la main dessus. Parce que par exemple, pour le moment, à Marseille, les auteurs des fusillades et autres, on a... Alors si, il y a eu, combien on a arrêté? Il y a eu, depuis le début de l'année, 5 commandos d'assassins qui ont été arrêtés, soit 17 personnes en tout. Dont certains très jeunes, qui expliquaient que pour certains, on leur avait proposé 200 000 euros pour tuer quelqu'un, mais ces personnes ont été ils ont à peine 18 ans. Présentées à la justice. Ouais. Vous parliez d'effectifs pérennes tout à l'heure, et vous avez raison. Lorsqu'on crée une CRS 8, on l'a créée sur la base d'effectifs qu'on fait venir de compagnies existantes. Ça veut dire qu'on va aller piocher dans certaines compagnies pour créer cette CRS 8. Gérald Darmanin a annoncé d'ici la fin de l'année la création de 4 unités supplémentaires de projection rapide. La création de ces unités, elle ne doit pas se faire à flot constant. Elle doit se faire sur le biais de recrutement d'effectifs de police, de manière à ce que ces effectifs qui sont affectés dans ces compagnies le soient de manière pérenne. Je parle des effectifs de CRS, je peux parler des effectifs de sécurité du quotidien. Évidemment que Nîmes a besoin d'effectifs supplémentaires. Évidemment que d'autres villes de moyenne et de grande importance ont besoin d'effectifs. La police judiciaire a besoin de moyens parce qu'on est sur des enquêtes au long cours. Elle a besoin d'outils qui fonctionnent et non qui dysfonctionnent quand on connaît aujourd'hui, notamment un logiciel de procédure qui complexifie davantage le travail des enquêteurs au quotidien. On a besoin d'une procédure pénale qui soit simplifiée, qui soit allégée. Et là aussi, on demande à la justice de travailler, d'avoir une réflexion pour aider les enquêteurs dans ce chemin. On parlait de la communication entre la justice et la police. Mais quand on voit après le travail qui est fait sur le terrain par les policiers qui interpellent, qui vont attraper des personnes parfois dangereuses et qu'en fait finalement elles écopent de peine plutôt légères, ou elles ressortent de prison, ou elles ressortent de garde à vue le lendemain, et que les policiers qui nous racontent ça, on le voit nous quand on se déplace, etc., et qui nous racontent, qui revoient les personnes qui ont été interpellées la veille dans la rue, c'est pas normal non plus. C'est-à-dire qu'il faut construire aussi des places de prison. Oui, il y a le travail de la police, il y a la façon dont on doit améliorer sûrement cette institution, mais il y a aussi après la justice qui ne fait pas nécessairement son travail. Et en plus de cela, avec beaucoup de magistrats, et on ne le dit sûrement pas assez, et je cite rarement Sarkozy, mais qui sont souvent de gauche en plus, qui font pas forcément du bien au pays. C'est vrai, Didier Rendu, c'est la justice vous facilite pas la tâche. Non, la justice et la police, ce sont deux maillons différents de la même chaîne pénale. On a un record de taux d'occupation dans les prisons, justement. Donc, oui, bien sûr, mais alors on parle de la construction de places en prison. Au mieux, j'ai le sentiment que la construction de places supplémentaires viendrait régler le problème de la surpopulation carcérale. Mais en définitive, on n'a pas résolu le problème, on ne s'est pas attaqué au problème de fond. Et qui dit passage en prison dit réinsertion. Ce qui veut dire que derrière, la prison, ça doit être la préparation à ce que va être demain ce jeune dans la société. Quelle place on lui offre, comment on l'aide à se réinsérer. Oui. Ça pose des problèmes qui doivent englober une réflexion au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des acteurs locaux. Et ce n'est pas seulement un problème qu'il faut réduire à l'action de la police et de la justice, et je le répète, qui forment deux maillons distincts d'une même chaîne pénale qui travaillent main dans la main avec des difficultés qui sont similaires et clairement identifiées. Et pendant ce temps, dans ces quartiers, on vit dans la peur. On vit dans la peur et on entend certains de vos collègues dire on ne peut pas faire témoigner, les gens ont peur et ça complique aussi les enquêtes. Bien sûr, ça complique les enquêtes, effectivement, mais je crois que c'est tout à fait la volonté des trafiquants d'instaurer un climat de peur dans ces quartiers et de terroriser la population pour continuer à faire prospérer leur trafic. Et c'est tout l'enjeu, notamment, de la sécurisation de ces territoires et de la possibilité pour la police nationale et la gendarmerie également d'être présents aux côtés de ces citoyens pour apporter de la sérénité, pour apporter du dialogue, pour apporter le relais social qui leur manque sans doute.